Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver. Alors, pour continuer notre immersion dans le secteur de l'éducation, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on ne présente peut-être plus, El Hadji Habib Camara. El Hadji Habib Camara est un produit de l'école sénégalaise, en même temps un acteur au niveau institutionnel et pédagogique. Chers téléspectateurs, aujourd'hui donc, nous plongeons au cœur d'un sujet d'une actualité brûlante, la problématique des approches curriculaires à l'école, le cas du Sénégal. Pour adapter les apprentissages aux défis d'un monde en mutation, les autorités éducatives ont adopté l'approche par compétences, plus connue sous l'acronyme APC, matérialisée par la mise en œuvre du curriculum de l'école de base vers la fin des années 90 et l'élaboration du curriculum de l'enseignement moyen ciblant 5 disciplines à partir de 2010. Mais l'effectivité de la prise en charge de cette nouvelle donne dans les pratiques enseignantes ne semble pas évidente. La persistance des approches telles qu'elles étaient censées remplacer, entrées par les contenus, entrées pédagogiques par objectif, tout cela reste pose encore problème. L'entretien avec le professeur El Hadji Habib Camara, docteur en sciences de l'éducation et inspecteur de l'éducation et de la formation, nous offre une opportunité pour lever un coin d'ivoire sur cet état de fait. Certainement, M. Camara, il est clair qu'en lisant un peu le résumé de votre CV, nous nous rendrons compte que il y a eu fondamentalement une volonté d'humilité pour certainement, comme c'est la marque des grands hommes, souvent on passe sous silence beaucoup, n'est-ce pas, d'aspects de la vie, de sa vie, pour simplement ne pas donner l'impression de faire le docte. Mais je crois que vous n'échapperez pas à cet exercice parce que parler, c'est vrai, d'un parcours de vie n'est pas toujours aisé, c'est vrai, mais qu'ajouterez-vous à cette présentation? Je commencerai d'abord par vous remercier, M. Bey, et surtout manifester mon plaisir de prendre part à votre émission, que je suis régulièrement depuis 3 mois, mais un plaisir qui est teinté d'un peu d'appréhension. La raison est simple, parce que vous m'invitez dans un premier temps à parler de moi, ce qui est difficile. J'ai eu une carrière de 35 ans, 40 ans dans l'éducation, en commençant par l'enseignement moyen secondaire, parce que j'ai été professeur à Kaolack. Ensuite, j'ai eu à aller faire un doctorat en sciences de l'éducation pour aller devenir formateur, enseignant formateur à la FASTEF. Effectivement, j'ai eu un parcours assez riche quand même d'expérience, et à ce niveau, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de prendre la retraite et en restant toujours dans le secteur de l'éducation à travers une page YouTube que j'ai créée et à travers laquelle je fais des propositions, donne mes positions sur les questions d'éducation. Je vous disais tantôt que j'avais une appréhension parce que nous parlons de l'éducation. Or, l'éducation, c'est un secteur un domaine que nous considérons comme une nébuleuse. Vous l'avez dit tantôt, nébuleuse lexicale et sémantique. Vu l'inflation terminologique et l'instabilité conceptuelle qui la caractérise, et qui met souvent les enseignants, et surtout les enseignants créés à la main,
des fois dans des situations d'ambiguïté qui leur empêchent de remplir leur mission. Donc, effectivement, parler d'éducation, c'est toujours difficile. C'est pourquoi j'appelle, et d'ailleurs l'émission nous donnera l'occasion, à la mise en place d'une réflexion pour stabiliser une convention lexicale et sémantique qui permettrait effectivement aux jeunes enseignants qui sont en classe de pouvoir l'utiliser et pour faire sa pratique. Eh bien, je crois que vous l'avez déjà campé. Hein. Il s'agit surtout d'aider les jeunes enseignants, créés à la main, pour savoir là où ils mettent, n'est-ce pas, le pied. Et parce qu'on y va du tout, quand même, véritablement. Mais à quoi sert l'école dans une société? Est-ce qu'on peut envisager une société sans école? Alors, ce serait une société sans devenir. Parce que la société a des institutions pour son fonctionnement et il y a l'institution scolaire qui est chargée de prendre en charge la jeune génération, de lui transmettre les valeurs à travers lesquelles la société se reconnaît et de l'outiller pour pouvoir produire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs John Dewey, l'Américain, parle de mini-société et que l'école doit habiter la société. Et d'ailleurs, il y a un collègue qui a publié récemment un ouvrage, l'inspecteur général Cham en anglais, et qu'il a intitulé « Society in Classroom ». Littéralement, la société dans la classe. Moi, je traduis cette expression par « rien de ce qui relève de la société ne doit être étranger à l'école ». Parce qu'en réalité, la mission de l'école, c'est de préparer ceux qui auront la responsabilité d'assurer la permanence de la société. Donc, l'école est utile pour la société. Très bien. L'école est utile, l'école est incontournable. Ça fait partie certainement des principes de base d'une société. Une société ne peut pas fonctionner sans école. Absolument. En tout cas, il y a même d'autres formes d'école, peut-être sur la forme classique. Il y a les daras, il y a peut-être d'autres cercles d'initiation. Mais l'école a toujours existé sous plusieurs formes. Absolument. Dès que je parle, moi, d'école, je parle de l'école dans toutes ses formes. En réalité, l'idée de la société éducative me conforte dans ça. Ce n'est pas uniquement dans le cadre formel que l'on apprend. Dans toute situation dans la société peut être prétexte pour servir d'apprentissage. Et il faut savoir l'exploiter. Très bien. Mais qu'est-ce qu'apprendre en Alors, réalité? alors, en réalité, si on faisait un sondage auprès d'enseignants, on aurait différentes définitions d'apprendre. Et apprendre ne peut pas aller sans enseigner. Et dans le champ de l'éducation, il y a des courants de pensée qui donnent sens à ces mots-là. Selon le courant de pensée dans lequel on se situe, effectivement, on a un sens. Par exemple, il y a différents courants de pensée, mais moi je les classe en deux catégories en fonction de leur rapport au savoir. Si, pour ceux dont le savoir est un donné, quelque chose d'objectif, un legs, c'est différent de pour ceux dont le savoir ne peut être qu'un construit. Alors pour ceux qui le savoir est un donné, eh bien, enseigner, c'est transmettre, et quand on transmet, apprendre, c'est recevoir. Pour ceux pour qui le savoir est un construit, mais enseigner, c'est créer les conditions, et apprendre, c'est construire à partir des conditions qui ont été mises en place. Donc, vous voyez, tout dépend du courant théorique auquel on appartient. Et comme nous parlons d'approche, nous reviendrons beaucoup plus amplement sur ces courants, mais il y en a deux que je qualifie le paradigme de l'enseignement, où la centralité est l'enseignant, parce que c'est lui qui a le savoir, donc c'est lui qui déverse, et l'autre reçoit, et là, l'autre, le paradigme de l'apprentissage, où en réalité, c'est l'élève qui est l'élément central, et c'est lui qui construit, alors l'autre ne fait que créer les conditions pour que l'autre puisse construire. Donc voilà les deux cas. Et donc finalement,
Parce que vous parlez tout à l'heure d'enseigner. Qu'est-ce qu'enseigner finalement? Alors, enseigner, dans le premier cas, si le savoir est un donné, enseigner, c'est transmettre. Alors, dans l'autre cas, si le savoir est un construit, eh bien, enseigner, c'est créer les conditions pour que l'autre construise. Habituellement, on a l'habitude de dire les enseignements apprentissages. Pourquoi cet ordre-là et non la conception, disons, l'inverse conceptuel, enseignement, apprentissage, enseignement? Pourquoi cet ordre? Les enseignements, apprentissage et non l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça signifierait, quoi? Commençons d'abord par les enseignements et les apprentissages. Alors, enseignement et les apprentissages, il y a une conjonction de coordination, absolument. Les enseignements et les apprentissages. Donc, il y a deux activités. Enseigner, apprendre. Alors, maintenant, quand on met un trait d'union, alors, donc on a un mot composé, absolument. Enseignement, apprentissage, donc on a une même réalité. Et ça renvoie au processus de la classe. Or, dans le processus de la classe, eh bien, une même réalité, on ne peut pas distinguer ce qui est... on ne peut pas distinguer les éléments parce que c'est un. Alors, donc, regardez, les enseignants en m'adressant aux enseignants, si vous faites une fiche de préparation, sur la fiche de préparation, vous mettez activité de l'enseignant, activité de l'élève. Mais dès que vous entrez en classe, effectivement, vous ne pouvez pas dissocier les éléments parce que c'est une dynamique. Absolument. Et effectivement, lorsqu'on parle d'enseignement-apprentissage, on est en situation de classe, on est dans une dynamique, alors que quand on distingue... Mais maintenant, je comprends votre préoccupation. Même dans ce mot composé, enseignement-apprentissage, alors vous prétendez qu'on peut parler d'apprentissage-enseignement. C'est la même chose. Parce que la dynamique, c'est effectivement, c'est une même réalité. Absolument. Et là, je veux le parti pris dont tu veux qu'on comprenne, ça dit qu'on montre en effet que, même dans cette dynamique, eh bien, l'élément central, c'est l'apprenant. Voilà. Très bien. Maintenant, quelle est la différence entre curriculum, programme et approche curriculaire? Il y a tellement on entend du tout. Éclairer notre lanterne. Alors, effectivement, le mot curriculum même renvoie à un schéma, à un parcours. Alors, donc, considérons qu'il y a un parcours. Un parcours. Alors, dans ce parcours, les moyens d'emprunter ce parcours, c'est l'approche. Mais la méthode plutôt de réaliser ce parcours, c'est ce qu'on appelle l'approche. Et maintenant, les moyens, eh bien, c'est le programme. Alors, pour être plus précis, le curriculum est le projet global. C'est-à-dire que chaque État a un projet d'apprentissage, c'est le projet global. Alors, dans ce projet, la manière de concevoir ce parcours, c'est-à-dire que tous les éléments qui constituent le parcours et leur articulation, ça c'est l'approche. Et un des éléments de ce dispositif, eh bien, c'est le programme, c'est-à-dire les contenus qui doivent faire l'objet d'enseignement. Donc, c'est lié. C'est lié. Donc, il y a le parcours, le chemin, il y a la méthode, et il y a le moyen. Et le moyen, le programme. Le programme. Très bien. Donc, je crois que c'est clair. Là, comment définirez-vous une approche curriculaire? Est-elle différente du paradigme curriculaire? Que recouvrent ces notions? Alors, tout à l'heure, je l'avais dit, lorsque j'ai parlé de paradigme, en réalité, c'est la manière de voir, c'est la vision. Alors que pour l'approche, c'est la manière de concevoir. Tu peux avoir une vision, mais comment concevoir, comment réaliser ça? Et c'est l'approche qui te permet de réaliser ça. Donc, il faudrait une vision. Par exemple, si votre vision, c'est que, tout à l'heure, en prenant le savoir est un donné, effectivement, l'approche que vous allez prendre, eh bien, c'est une approche qui va refléter, effectivement, cette vision. Vous allez développer l'approche par contenu. Mais si en réalité, votre vision, c'est un construit, eh bien, automatiquement, la manière de concevoir, l'approche sera différente parce que pour construire, effectivement, il y a une autre approche. Nous reviendrons là-dessus. Donnons l'exemple de l'approche par compétence. Très bien. Un curriculum, je crois que n'est pas fait de façon gratuite ou neutre. Il y a certainement une dimension axiologique et autre.
Parce que ce que je veux dire simplement, quel est l'effet caché du curriculum, n'est-ce pas, en termes de normes, de valeurs, n'est-ce pas, sur l'éducation des élèves? Alors, effectivement, un projet de société, il y a toujours nécessairement une société à un projet. Et donc, qui doit refléter les valeurs auxquelles la société se reconnaît. Cela va de soi. Donc, un curriculum, comme tu l'as dit, la dimension axiologique ne peut pas échapper. Mais dans la conception d'un curriculum, il y a ce qu'on appelle le curriculum officiel. C'est-à-dire ce que l'on écrit. Alors, ce que l'on écrit et qu'on met à la disposition des enseignants, c'est différent de ce qui est réellement réalisé. Ah oui, pourquoi? Parce que lorsque vous prenez quelque chose d'écrit et que vous le réalisez, vous y mettez votre manière de voir vous. Et ça se reflète. Par exemple, si dans votre classe, eh bien, on vous dit, bon, maintenez la discipline, et que pour maintenir la discipline, vous humiliez vos élèves et vous cassez vos élèves à travers votre manière d'intervention, eh bien, ça va détendre sur le comportement de l'élève. Mais si en réalité, c'est avec douceur, compréhension que vous arrivez à redresser la manière de faire, l'élève prend cette attitude. Je prends un autre exemple. Si, par exemple, on voit, par exemple, les élèves, quand ils entrent en classe, vous les mettez en rang, en ordre, qu'ils entrent régulièrement, eh bien, ces élèves, vous êtes en train de leur inculquer le sens de l'ordre. Mais si en réalité, c'est la précipitation, mais ceux-là, lorsqu'ils seront ailleurs, ce qu'ils ont appris, l'habitude de voir, eh bien, c'est ça qu'ils vont comporter. Quand il y a un rang, ils ne le respectent pas. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de valeurs que l'école transmet et qui ne sont pas forcément écrites. Okay. Et ça, c'est tacite. C'est tacite. Okay. Et là, c'est tellement important et il faudrait réellement mettre en exergue ces éléments-là et préparer les enseignants dans cette perspective, même si on le considère comme quelque chose de caché. Mais donc, on va y revenir, la formation initiale est capitale et continue des enseignants. Mais je crois qu'aussi un curriculum doit se lire aussi à l'aune d'une loi d'orientation. Quel est le rapport qu'on peut établir? Alors, effectivement, la loi d'orientation est, comme vous le dites, donne l'orientation. Le curriculum s'adosse sur la loi d'orientation. Parce que tout ce dont on a besoin en termes de finalité, de valeurs et de perspectives est inscrit dans la loi d'orientation. Et c'est la source sur laquelle puise effectivement le curriculum. Donc c'est son cadre de référence du curriculum. Oui, on va encore revenir un peu sur peut-être toujours un éclairage sur certains concepts. Qu'est-ce que la didactique, qu'est-ce que la pédagogie? Parce que là aussi, les P sont souvent mêlés, on ne comprend pas. Mais tu as parfaitement raison, M. Bey, parce que c'est deux notions, concepts qui sont confondus. Souvent, les gens parlent de pédagogie, vous entendez par matériel pédagogique, matériel didactique, relation pédagogique, relation didactique, etc. Et là, alors que, en réalité, c'est deux champs. C'est-à-dire, quand je dis deux champs, c'est deux domaines disciplinaires. Absolument. Et qui a deux espaces. C'est-à-dire que c'est deux domaines de réflexion. La pédagogie est un domaine de réflexion, la didactique est un domaine de réflexion. Et ces deux domaines de réflexion ont un domaine d'action, qui est la classe. Alors, donc, la pédagogie s'intéresse à tout ce qui concerne l'organisation des apprentissages. Les approches. Les méthodes, les relations entre les élèves, les relations entre les professeurs, c'est-à-dire tout ce qui se met autour. Alors que la didactique s'intéresse sur les contenus, la structuration, les obstacles épistémologiques qu'il y a contenus, la transposition didactique des contenus du savoir savant au savoir, etc., pour les rendre enseignables, accessibles. Alors donc, chacun de ces domaines-là réfléchit, il y a des théoriciens dans ces domaines. Ces théoriciens apportent des éclairages à l'enseignant, parce que lorsqu'on se retrouve en classe, c'est là où se combinent la pédagogie et la didactique. Et c'est l'enseignant qui est chargé, effectivement, de recueillir les rapports venant de ces deux espaces de réflexion, eh bien, pour pouvoir réaliser les objectifs qui sont visés, c'est-à-dire former l'élève. C'est pourquoi il y a cette imbrication
dans l'espace de la classe, alors que hors de la classe, effectivement, dans les espaces de réflexion, les deux, mais lorsque ces deux espaces produisent, eh bien, leurs produits, c'est l'enseignant qui les intègre pour réaliser sa pratique. Donc, en un mot, la didactique s'intéresse au savoir. Absolument. Et la pédagogie, les moyens de réaliser ce savoir. Ce savoir. Donc, en termes simples. Caricaturelement, je peux dire entre le signifié et le signifiant. Le signifié, c'est extra. Et donc, la didactique ne peut pas aller sans pédagogie. D'accord, très bien. Je crois que vous avez donc, il y a une dynamique, il y a une corrélation entre les deux. Absolument. Et ça, une association au sein de la classe, parce que c'est ça, la combinaison se fait au sein de la classe. Absolument. Au sein de la classe. Lorsque un enseignant fait un cours, alors, il structure son cours. Dans un premier temps, l'élève doit être capable de définir, prenons l'exemple, la forme interrogative, parce que vous m'interrogez. L'élève doit être capable de formuler, de décrire l'interrogation. Ensuite, l'élève doit être capable d'identifier les types de questions, il doit être capable d'énoncer des questions. Donc, vous le structurez. Là, vous êtes dans la didactique. Mais maintenant, comment? Alors, donc, si je mets au tableau différentes parties, je mets les ressources, où je formule, par exemple, je mets un document à sa disposition pour lui poser des questions, pour arriver à cela. Si, lorsqu'un élève répond, j'interroge un autre élève pour conforter s'il a compris, alors là, je suis dans la pédagogie. Alors que la structuration de mon cours, et ça, c'est l'aspect didactique. Donc, c'est imbriqué. Quels sont les facteurs clés de l'apprentissage et pourquoi dit-on qu'on soit curriculaire est avant tout politique et sociétal avant d'être technique? Alors, d'abord, en concerne les facteurs, pour apprendre, il faut être motivé. Sans motivation, on ne peut pas parler d'apprentissage. Donc, un des premiers facteurs, c'est l'engagement de l'étudiant, de l'apprenant, donc sa motivation. Or, pour être motivé, il faut qu'il y ait du sens. Ce qu'il apprend doit avoir du sens pour lui. Et ça, c'est un premier élément de motivation. Il y a aussi les conditions d'apprentissage. Alors, par exemple, la langue peut constituer un élément important comme facteur dans l'apprentissage. Le code élaboré qui est présenté à l'élève, s'il n'est pas à sa portée, effectivement, ça peut affecter l'apprentissage. Il y a également les conditions de vie de l'enfant. Ça peut influer effectivement sur l'apprentissage. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui peuvent concourir à créer les conditions pour permettre à l'élève d'être engagé, parce qu'il faut qu'il soit engagé effectivement dans l'apprentissage. Et ces questions comme le domaine cognitif, tout ça, ça ne relève pas de ces facteurs-là? D'abord, il y a l'affectif d'abord. L'affectif par rapport à l'engagement. L'affectif par rapport à l'engagement. Maintenant, les conditions, le sens, c'est-à-dire ce qu'il doit savoir et savoir faire, ça, fondamentalement, si ça n'a pas de sens, effectivement, si ça a du sens, eh bien, ça peut favoriser beaucoup son engagement, donc sa motivation. C'est-à-dire que, oui, allez-y. Non, c'est par rapport à l'autre élément, c'est... Les facteurs, faites le choix politique, sociétal avant d'être technique, quoi. Ah, mais absolument, parce que cela va de soi. Le projet de société, mais il y a des valeurs derrière. Alors, donc forcément, il y a un choix politique, parce qu'un projet de société est déjà un projet social, donc un projet politique. Donc fondamentalement, il y a un projet politique, mais pas un projet partisan. Neutre. Non, ça dit que partisan, ça peut être quelque chose de factice. Mais quand c'est politique au sens large, au sens vrai du terme, ça dit que ça concerne le fonctionnement de la cité. Ça dit que ça concerne... C'est pourquoi la loi d'orientation doit refléter une certaine constance dans l'évolution de notre société. Et non pas être partisan. Très bien. Donc, si on conçoit bien, parce qu'en fait, cette question de motivation est des facteurs... Parce qu'en règle générale, quand on prend, par exemple, l'éducation de base, même pour le moyen,
est-ce que l'apprenant est déjà conscient pour prendre tout ça en charge de lui-même? Parce que comment les motiver réellement? Alors, motiver l'apprenant, comme je l'ai dit, si en réalité les objets d'apprentissage ont du sens pour lui, si ces objets d'apprentissage sont en rapport avec la société, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'école soit considérée comme un milieu fermé. L'élève apprend et quand il sort, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la société. Donc si ce qu'il apprend ne peut pas être transféré effectivement dans le cadre hors de l'école, ben, là, il n'y a pas de motivation. Mais là, ça pose fondamentalement la question alors du médium d'enseignement. Parce qu'on constate que malheureusement, par exemple, dans nos pays, bon, le médium d'enseignement, le français, fait que peut-être aussi les abandons, la démotivation aussi, peut-être ils participent. Quelle est la relation? Est-ce qu'on peut avoir relation, motivation, langue d'enseignement? Mais forcément, d'ailleurs, c'est pourquoi l'anglais Bernstein a posé le problème des codes, en parlant du code restreint et du code élaboré qui est à l'école. Ça dit que si la question linguistique est un facteur déterminant, ben, un élève qui, dans la société, à la maison, travaille avec sa langue, fouille le monde explore le monde avec sa langue, et qui vient à l'école, eh bien, on le prive de cet outil avec lequel il utilise, on lui dit, vous allez utiliser un autre outil pour fouiller le monde. Effectivement, c'est un problème fondamental. Donc, il faudrait qu'on règle cet aspect-là, que cette dimension linguistique est fondamentale dans l'apprentissage. Absolument. Non, fondamentalement. Parce que c'est avec ça qu'il lit le monde. Absolument. Très bien. Maintenant, quelle dimension fondamentale recouvre l'idée d'approche, c'est-à-dire les objectifs, les contenus, les autres méthodes, quoi? Alors, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de paradigme, de courants de pensée. Alors donc, chaque courant de pensée, c'est des courants théoriques. C'est-à-dire, la théorie, c'est une manière d'expliquer le réel. Donc, d'avoir un éclairage sur le réel. Alors maintenant, une fois que c'est éclairé, maintenant, comment procéder? Alors, comment procéder? C'est ça l'approche. Alors, imaginez, je prends un exemple assez terre à terre pour que les parents d'élèves comprennent. Imaginez qu'on ait éteint toutes les lampes ici. Ce serait sombre. Nous, on nous met dehors. Les techniciens, l'intérieur, l'invité, et on nous dit, bon, vous entrez, et bien chacun va prendre sa place et s'équiper et ça va démarrer. Mais qu'est-ce que nous allons faire sans la lumière? On va tâtonner. Mais dès que la lumière jaillit, et c'est ça la théorie, dès que la lumière jaillit, nous retrouvons, voilà deux fauteuils, donc l'autre, le technicien va dans la cabine parce qu'il sait que c'est là où l'enregistrement va se réaliser. Vous prenez un fauteuil, moi je prends un autre fauteuil, on met les micros, etc. Mais la lumière nous a aidés à le faire, mais c'est nous-mêmes qui avons fait. Donc la théorie, c'est la lumière. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on agisse. Si la lumière s'était allumée et qu'on serait resté en train de regarder, ben on ne serait pas là. Mais si on agit, effectivement, ça c'est le procédé, c'est l'approche, on va s'installer. Donc voilà la lumière, la théorie. Donc il y a un champ, lorsqu'on parle d'approche, il y a d'abord une théorie qui est derrière, qui est claire. Quelles sont les différentes approches que l'école sénégalaise, qui ont été mises en œuvre au niveau de l'école sénégalaise et pourquoi? Alors, il y a, au niveau de l'école sénégalaise, on a identifié 3 types d'approches. L'approche par contenu, l'approche par objectif et actuellement l'approche par compétence. Alors, dans les années 50 jusqu'aux années 70, c'était l'approche par contenu. Ensuite, il y a l'approche
par objectif jusqu'aux années, fin des années 90, depuis les années 2000 jusqu'ici, on parle de l'approche par compétence. Donc il y a ces 3 types d'approches. Et comme je l'ai dit tantôt, chaque approche a un soubassement théorique. L'approche par contenu est animée par les courants positivistes et les courants behavioristes. C'est-à-dire que ceux qui considéraient comme que le savoir était un donné et non un construit. Alors à partir de ce moment-là, si on considère que le savoir est un donné, alors si on réalise des cours, eh bien, qu'est-ce qui va dominer? C'est le cours magistral. Le cours magistral, l'enseignant vient, eh bien, il expose, il explique, et l'élève reçoit et restitue à l'évaluation. Eh bien, effectivement, donc il y a une transmission encyclopédique. Parce que tout ce que l'enseignant sait, il le déverse. Quand il vient, eh bien, il expose. Maintenant, ensuite, il y a eu une partie du behaviorisme et le cognitivisme qui sous-tendent l'approche par objectif. On dit maintenant, attention, l'enseignant ne peut plus venir et dire, bon, on commence. Il faut qu'il y ait une destination. Et à partir de ce moment-là, il faut fixer des objectifs. Mais on reste toujours dans la transmission, même si on fixe un objectif. On reste toujours dans la transmission et on découpe en petits morceaux. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y a pas d'efficacité parce qu'après, l'élève, dans ces 2 approches, eh bien, il apprend, mais... Pas de créativité. Pas de créativité et il ne l'utilise même pas. Absolument. Il apprend pour apprendre. Absolument. Alors là, on s'est rendu compte, mais ce n'était pas ça la vocation de l'école. Il faudrait réellement que ce qu'il apprenne, qu'il puisse en réalité l'utiliser. C'est là où réellement qu'on a lancé l'idée de l'approche par compétence. Et ça, le soubassement théorique, c'est le constructivisme, c'est-à-dire qu'il puisse apprendre seul ou bien apprendre en interaction avec les autres, c'est le socio-constructivisme. Et ça, lorsqu'il construit, il construit quelque chose qu'il peut utiliser eh bien, pour être transféré dans des situations. Très bien. Dans le cas sénégalais, au niveau de la conception, n'est-ce pas, de ces approches, est-ce qu'on note alors des influences linguistiques ou culturelles et autres là? Est-ce qu'il y a vraiment alors une empreinte de ces influences-là au niveau de la conception de ces approches? Mais il est vrai, comme nous l'avons souligné tantôt, la question de la langue est fondamentale. La question de la langue est fondamentale. La langue avec laquelle l'élève va à la conquête du monde, si en réalité cette langue-là est ignorée, mais nécessairement, pour aller à la conquête du monde, ce que j'appelle la conquête du monde, c'est-à-dire connaître le réel, eh bien, nécessairement, il doit y avoir des frictions. Et il y a des efforts encore à faire que ceux dont c'est la langue de l'école et leur langue maternelle ne font pas. Donc, raison pour laquelle c'est un obstacle majeur. D'où, réellement, je salue le fait qu'on essaie d'introduire les langues nationales dans l'enseignement et que ça ne soit plus un slogan. Et que ça soit bien pensé. Ça soit bien pensé comme on a pensé les autres langues pour en faire des langues d'apprentissage. Et à partir de ce moment-là, ça pourrait faciliter l'apprentissage parce qu'on veut que ça donne du sens. Oui, ça dit que quand on regarde cette question-là de l'introduction des langues nationales, ça, depuis la loi 71-36, le débat avait été posé. Alors, mais malheureusement, on a vu ce qu'il en est advenu parce que, bon, on a laissé de côté cette introduction-là des langues nationales. Il y a la loi, alors 91-22, qui a relancé encore ce débat-là sur la question de l'introduction des langues nationales. Mais le problème demeure. Dans la nouvelle réforme, là, bon, on va aussi en parler. Mais est-ce que réellement, quel est l'obstacle pour vous, en tant que spécialiste, ce qui fait au-delà des considérations idéologiques et politiques, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on est à ce stade d'intention et autres quoi? Oui, peut-être il y a le fait que dans une classe, on peut trouver plusieurs langues maternelles.
et le fait de quelle est la langue qu'il faudrait choisir, je crois que ça va être réglé, que l'individu intervienne dans sa langue. Mais là, il doit y avoir les profils des intervenants. C'est là peut-être le problème. Mais j'ai constaté, et d'ailleurs il y a des jeunes collègues qui m'a conforté dans ce moment, ça dit que lorsque même dans le cours, dans vos explications, vous introduisez une intervention en Wolof, les élèves comprennent mieux pour saisir le concept que vous voulez utiliser. Alors il m'a dit, par exemple, acidité, acide, des gosses acides. Alors il a dit, est-ce que am ngeen vinaigre seen kër? Oui, vous l'avez goûté? Alors, oui. Donc déjà, le simple fait de puiser dans l'élément local a permis de débloquer cet aspect. Ça veut dire que quand on intervient dans une langue nationale, on ne doit pas discriminer. Ça dit que ça doit être un bilinguisme, je ne sais pas comment on dit, un bilinguisme réel. Ça dit intervenir en français et de temps en temps en Wolof ou en séeréer, etc., pour permettre à l'élève de mieux saisir. Parce que ce qui intéresse ce médium, c'est pour que l'élève comprenne. Donc à ce niveau-là, il faudrait que les gens soient bien sensibilisés et qu'on mette l'accent sur la formation. Et que cette formation-là soit bien pensée. Absolument. Sinon, on aurait fait toutes les réformes et tous les discours, mais ça ne passerait pas. En tout cas, on dit que quelle que soit la pertinence d'une réforme, s'il n'y a pas des hommes aptes à la porter, ça ne mène pas loin. C'est la raison pour laquelle, dans le système éducatif, en dehors de la centralité de l'élève, c'est l'enseignant qui est le moteur. Et malheureusement, on ne le sait pas. On va y revenir. Je crois que c'est une question qui revient, la formation initiale et la formation continue des enseignants. Mais alors, très rapidement, vous avez tout à l'heure parlé, n'est-ce pas, de la difficulté de l'appropriation par beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas, de ces approches. Mais vous ne pensez pas qu'à côté de l'approche officielle, il y a des pratiques, des approches en pratique que l'enseignant mène au sein de sa classe, mais sans contrôle, sans rien, parce que aussi, bon, on sait que le contrôle n'est pas très régulier, mais tout cela, qu'est-ce que ça fait à la longue dans la qualité des enseignements? Mais il y a des choses quand même qu'on ne peut pas ignorer, c'est-à-dire que le changement d'approche ne peut pas se faire automatiquement. Cela va de soi. C'est-à-dire que passer de l'approche par contenu à l'approche, il y a la persistance de certaines de ces approches. Parce que les enseignants ont été formés dans ça, et ils n'ont pas eu la formation dans la nouvelle approche. Alors ce qui fait qu'il y a la persistance dans cette formation, et là les gens continuent à faire comme auparavant. Parce qu'en réalité, on ne l'a pas installé, on forme comme on a été formé. Alors si votre formation initiale a porté sur ces approches, ben, fondamentalement, si en réalité l'autre approche, on ne vous a pas bien formé, ben, le changement ne peut pas être effectif. Ce n'est pas que les enseignants veulent du conservatisme, mais parce qu'on ne les a pas mis les conditions pour pouvoir faire le changement. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils se débrouillent. Hein. Ils se débrouillent, hein. Ah, mais cela va de soi. Parce qu'on vous donne un discours en pensant que le fait de simplement de dire fait, parce que dire, c'est pas faire. Absolument. Et les gens pensent qu'il suffit simplement de dire que c'est fait. C'est-à-dire que cette conception de la fonction performative du langage, mais trompe beaucoup de gens. Absolument. Alors, parce qu'il y a dire, certes, il est clair, mais il y a faire. Absolument. Alors donc, il faut faire. Vous ne pouvez pas faire une formation où réellement vous venez faire un cours magistral, les enseignants, etc., sans pour autant qu'ils mettent la main à la pâte pour pouvoir réaliser les choses qu'ils doivent réaliser dans le transfert et penser que le simple discours leur a permis de comprendre. Mais comment appeler cet écart-là? Parce que finalement, c'est comme si... Comment appeler cet écart-là? C'est comme si finalement, bon, on ferme les yeux, quoi. Il faut donner à la formation initiale et à la formation continuée l'importance qu'elle mérite. Parce que c'est là la réussite de toute réforme dépend de ça. Parce que ce sont ceux-là qui sont porteurs dans la classe vers la cible. Et malheureusement, au niveau des écoles de formation, est-ce que le travail est pensé? Est-ce que ça a été évalué? On ne sait pas. Dans le cadre de la formation continue,
est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que le travail est évalué pour savoir exactement ce qui se passe? Parce que chez nous, le maillon faible, c'est on n'évalue pas les choses. Or, on ne peut avancer sans évaluation. Parce qu'il faudrait s'arrêter à un moment, regarder pour voir, par rapport à notre trajectoire, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Cette dimension de réflexivité doit être inculquée tous les 2 ans ou 5 ans. Les écoles de formation doivent se réévaluer, ou 5 ans doivent se réévaluer pour voir en réalité si les contenus de la formation sont appropriés par rapport aux attentes sur le terrain. Oui, parce qu'en fait, cette dimension de l'évaluation, mais je crois que c'est un problème fondamental dans tout le système. Parce qu'on considère même d'ailleurs que le moyen secondaire est le ventre mou même du système. Parce qu'il n'y a pas de corps de contrôle en nombre suffisant, à part peut-être ce qu'on appelle communément l'évaluation de l'inspection, alors pour la validation du diplôme de l'école normale. Avant la sortie, il n'y a plus rien. Les gens, maintenant, chacun il va... Oui, mais il y a le corps des IEMS, effectivement. Il y a le corps des IEMS, ils sont limités, très limités. Donc, il n'y a pas suffisamment. Le corps des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, c'est très limité, donc il ne peut pas faire tout le travail, toute l'année, le travail d'accompagnement. Ce n'est plus simplement un travail de contrôle, c'est un travail d'accompagnement. Et parce que les nouvelles innovations, il faudrait accompagner les enseignants. Mais les enseignants ont plus besoin d'accompagnement que de contrôle. Très bien. Mais maintenant, selon vous, quel regard portez-vous sur les centres de formation régionaux dans le cadre, n'est-ce pas, de ce suivi-là? Bon, les profils qui sont dans ces centres de formation sont bons. Cela va de soi. Mais il faut qu'on évalue les contenus. Il faut qu'on évalue régulièrement les contenus et les adapter. Il faudrait qu'il y ait ce que j'appelle, c'est une formule, il faut qu'il y ait des NEP tous les 5 ans. Où réellement on remet tout ça en question par rapport aux attentes. Et là, à partir de ce moment-là, cette évaluation va permettre de renforcer, de rectifier par rapport à ce qui se fait. Mais si en réalité il n'y a jamais eu d'évaluation, on continue à former comme auparavant, on n'a pas de feedback, effectivement, les gens, ce confort-là ne peut pas en réalité être fécond. Oui, je crois que aussi, notre système aussi est confronté à ce problème d'évaluateurs aussi. Est-ce que là aussi, on ne pourrait pas former un corps des évaluateurs, pas fondamentalement sous la forme actuelle des inspecteurs, mais des évaluateurs carrément? Oui, la notion d'évaluation fait peur. Parce que, quand on dit évaluation, c'est pour sanctionner. Or, en réalité, l'évaluation, c'est comme une sorte d'audit. C'est-à-dire qu'on a un référent, on a un certain nombre d'objectifs, et on regarde, est-ce qu'on les a atteints ou pas? C'est simplement ça. Absolument. Est-ce qu'on les a atteints ou pas? Est-ce qu'on l'a réalisé ou pas? Pas besoin de sanction. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si on donne à l'évaluation sa fonction de régulation, je crois que ça va faciliter les choses et les gens vont accepter de s'auto-évaluer d'abord et d'accepter des éléments extérieurs pour avoir un regard extérieur sur ce qu'ils font. Par exemple, il y a beaucoup, j'ai connu dans certaines universités où j'intervenais, il faut venir ce qu'ils appellent les alumni. À chaque fois qu'ils veulent concevoir un nouveau programme, ils appellent les sortants. Ils les mettent dans les commissions pour dire, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez réalisé et que nous n'avons pas pris en compte? Alors donc ce retour d'expérience mais permet effectivement de rectifier. C'est une forme d'évaluation. Oui, mais ça dit que l'évaluation fait peur. Dans le cadre de l'école, souvent, on est un peu sur ce qu'on appelle un peu le fétichisme de la note. Pour le cas, n'est-ce pas, peut-être des enseignants, alors c'est la peur bleue de l'inspecteur. En tout cas, il y a des problèmes. Je crois qu'il faut aussi des ruptures aussi dans ce sens. Que l'évaluation ne saurait être, comme vous le dites, une sanction, mais une forme, alors de savoir où est-ce que nous en sommes. Absolument. Et je crois que c'est pourquoi je dis que, c'est vrai, en tout cas, c'est une idée. Moi, je pense que avoir un corps d'évaluateurs en dehors des corps de contrôle, parce qu'il faut peut-être changer de concept, parce qu'on parle de corps de contrôle. On contrôle quoi? Parce qu'il parle souvent de sanctions s'il y a des manquements.
Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de sémantique aussi? Oui, c'est-à-dire que c'est des missions. Hein. C'est-à-dire que souvent, il y a l'accompagnement, il y a la régulation, il y a tout dans ce corps, ce qu'on appelle d'ailleurs de corps de contrôle et d'accompagnement. C'est-à-dire que le corps existe. Le corps existe, mais il faudrait quand même qu'on mette en exergue certaines de ces missions. C'est une question d'organisation, de pilotage qui doit être revue pour qu'on mette en exergue, en lumière, certaines des missions, parce que c'est ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est la cible. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la cible puisse profiter et construire, comme je l'ai dit. Absolument. Et cette construction va lui permettre de répondre aux attentes de la société. Très bien. Alors, je crois que c'est important, en tout cas, cette question, cette dimension de contrôle et autres, d'évaluation. Maintenant, abordons un peu la question des grandes familles là, liées à ces théories. Vous parlez tout à l'heure des traditionalistes, des constructivistes, des cognitifs. Est-ce que vous pouvez en revenir un peu rapidement? Qu'est-ce qui caractérise chaque famille? Effectivement, bon, on peut citer 5... Et surtout les penseurs, quoi, les précurseurs de ces différents courants. Absolument. Rapidement. On peut rapidement parler des 5 courants, qu'on peut résumer après en 2. Alors, il y a d'abord le courant positiviste. C'est-à-dire qu'avec Auguste Comte, c'est le scientisme réel, c'est-à-dire que c'est scientifique, c'est vrai, c'est un objet, c'est extérieur à l'individu. Et d'ailleurs, c'est ça qui a alimenté l'approche par contenu. Il y a le béhavourisme, qui est ensuite aussi, mais ce n'est plus dans l'encyclopédisme, on n'est plus dans l'encyclopédisme d'Auguste Comte, avec les Skinner, Pavlov, eh bien, on est dans le découpage, on est dans le conditionnement. On évalue à partir du comportement. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement. Pas si l'élève récite, ben on dit, bon, il a compris, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire. Ensuite, il y a les cognitivistes, eux qui s'intéressent à la boîte noire. Il dit, oui, le savoir, ça se traite. Parce qu'il y a l'élève a une attention, ça, il faut le travailler, il le travaille de l'intérieur. Ce que vous lui donnez, il le reçoit et il le traite. Ça, c'est le courant cognitiviste. Avec Piaget. Et Piaget a assuré le relais entre les 3 premiers courants et le courant constructiviste. Le courant constructiviste, c'est là, l'élève construit seul, à partir en interaction avec son environnement. Alors donc, on lui met dans une situation problème, effectivement, et il cherche. Il devient un chercheur. Alors, qui porte ce courant? Eh bien, il y a Brunner, il y a Piaget également qui entre dans ce rôle. Il y a Brunner qui développe également cet aspect. Le concept, on le construit. Par exemple, on le construit en spirale. C'est-à-dire que le même concept, on le voit à un premier niveau. Ensuite, à un deuxième niveau, mais avec plus de complexité, et ensuite à un troisième niveau pour plus de maîtrise. C'est-à-dire que là, c'est lui. Et ensuite, il y a le socio-constructif avec Vygotsky. Il dit, oui, mais effectivement, il construit, mais il construit mieux s'il est assisté, s'il est accompagné par des pairs ou quelqu'un qui est un tuteur, etc. C'est là où les coachs, les mentorats, etc. apparaissent. Donc voilà les 5, et là, Vygotsky, on peut citer Vygotsky dans ce. Voilà les 5 courants. Mais pour plus simplifier, moi je les classe en 2. Ceux qui sont centrés sur la transmission et ceux qui sont centrés sur la construction. C'est-à-dire que ceux qui sont centrés sur la transmission, c'est comment dirais-je, le positivisme, le béhavourisme et le cognitivisme qui assurent la transition avec les autres courants. Et ceux qui sont centrés sur la construction, c'est le constructivisme et le socio-constructivisme. Donc, on a 2 camps que Tardif appelle d'ailleurs, très simple, le paradigme de l'enseignement, et là, il dédique le paradigme de l'apprentissage. Et l'approche par compétence est dans le paradigme de l'apprentissage. Très bien. Maintenant, je crois qu'il y a aussi de nouveaux courants avec les neurosciences, je ne sais pas, le courant, alors, je ne sais pas, les neurosciences éducatives, je ne sais pas, il y a le courant humaniste, tout ça. Maintenant, tout cela, est-ce que
Ça concerne l'école de base, le moyen, ou bien ça, c'est pour d'autres autres secteurs? Non, ce ne sont pas des courants, c'est des exploitations des courants que nous avons cités. Parce que le courant humaniste porte sur la motivation, comment motiver, donner du sens. Eh bien, si l'élève est impliqué et intéressé, ben, effectivement, là, automatiquement, tout ce qui est affectif, sens, et collaboration, l'empathie et autres là, à ce niveau, ça intègre le courant humaniste. Alors, les neurosciences éducatives. Là. Les neurosciences, c'est en partie le cognitivisme, parce que lorsqu'on parle de traitement de l'information, effectivement, ça commande le fonctionnement du cerveau. Il s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Si on comprend bien le fonctionnement du cerveau, on va bien comprendre comment l'élève apprend. Donc tout ça, c'est des excroissances des principaux courants. Et l'irruption de l'IA dans tout ça? Fondamentalement, l'IA, les gens parlent d'intelligence artificielle. Mais non, c'est de l'assistance artificielle. L'assistance, quelle est la nuance? Ah non, l'intelligence, c'est l'homme. L'assistance, c'est celui qui assiste. C'est-à-dire que certaines choses que vous faisiez auparavant, mais vous le confiez à l'assistant, qui les fait mieux que vous, et qui vous le donne, et vous continuez effectivement à faire votre production. C'est-à-dire que si on perçoit l'IA comme une assistante, dans le domaine éducatif. Dans le domaine éducatif, comme de l'assistance, l'enseignant l'utilise comme assistant, eh bien, c'est comme le commandant de bord et son copilote dans l'avion. Pour piloter l'avion, il y a certaines choses qu'il confie au copilote, vous le confiez à l'assistant, il le fait mieux que vous, et là, ça vous permet, bien entendu, Alors, je donne un exemple. L'IA corrige mieux que l'humain. Voilà les fautes, ou bien l'IA résume facilement à ce niveau-là. Eh bien, vous avez besoin de quelque chose que une fois que vous avez fait le cours, un résumé succinct pour permettre aux élèves de s'accrocher sur quelque chose, un point de départ. Mais là, vous pouvez demander à l'IA de vous le faire, mais c'est vous qui faites le travail dans un premier temps, mais pour ce résumé, etc. Ça, c'est des choses qu'il peut faire. Il y a des tâches qu'on peut lui confier, mais la tâche principale qui accompagne l'élève, parce que l'élève a besoin d'accompagnement, parce que l'IA ne peut pas l'accompagner, parce que l'élève peut, si vous le laissez avec l'intelligence artificielle, il télécharge tous les cours, mais est-ce qu'il comprend? Absolument. Donc il y a de l'assistance, mais il faut une assistance intelligente aussi. Ah mais c'est l'encadrement, c'est là où réellement l'encadre, c'est lui qui l'oriente dans l'utilisation de l'IA. Parce que l'enseignant est toujours incontournable. Absolument. Parce que c'est lui qui déjà a la mission de le faire. Donc il ne va pas le remplacer. Mais il faut former les enseignants dans la mise en œuvre effectivement de cette assistance. Mais justement, comment toutes ces théories-là s'articulent-elles dans la pratique classe? Alors, voilà, justement, c'est là où le problème. Parce que l'enseignant n'entre pas avec les théories dans la classe. L'enseignant n'entre pas avec les théories. On lui dit, lorsque vous interrogez un élève, il donne une réponse, vous l'interrogez. Vous lui dites, pourquoi vous dites que c'est ça? Mais là, vous faites un conflit cognitif que Piaget a dit. Il dit, mettez l'élève en difficulté pour voir exactement, en vous le disant, mais pourquoi vous avez dit que le micro, c'est ça? Alors, donc, mais l'autre, pourquoi est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Avec votre camarade. Vous créez un conflit socio-cognitif. Ça dit que, pourquoi vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour montrer que vous êtes d'accord? Alors donc, les théories sont transformées en modèles et les enseignants les exploitent en fonction des situations. En fonction des situations. La théorie n'entre pas en classe. En principe. Non, il ne peut pas entrer en classe parce que la théorie est claire, comme je l'ai dit tantôt. La théorie est claire, c'est la pratique qui fait. Parce que maintenant, vous avez besoin de la lampe, et c'est la lampe qui vous permet de faire ce que vous devez faire. Et malheureusement, les gens pensent que c'est la théorie qui entre en classe. Donc ça ne doit pas être le cas. Mais ça ne peut pas être le cas parce qu'une théorie est générale. Mais quand elle est confrontée à un contexte, mais il faut l'adapter au contexte. Absolument. Voilà. Donc là, il faut que les gens sortent de cette idée que... Mais moi, je simplifie les choses. Je dis la théorie est une lampe. Et d'ailleurs, c'est ça, la fonction d'une théorie, c'est d'expliquer. Mais la théorie ne fait pas. Absolument. Voilà. Très bien. L'approche par les compétences suscite beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport aux autres? Du sens.
C'est-à-dire que le mot compétence vient de la formation professionnelle. Alors donc, je dis formation professionnelle, profession. Donc ça donne du sens. C'est-à-dire que ce que l'élève apprend, ça lui permet effectivement d'agir socialement ou professionnellement. C'est-à-dire que ce n'est plus du savoir pour savoir. Vous apprenez, vous récitez sur votre feuille de copie, vous sortez, vous avez votre diplôme, c'est fini. Mais ce que vous apprenez, eh bien, va vous servir dès que vous sortez de l'école. Et c'est ça l'enjeu de la compétence. C'est pourquoi on dit qu'elle est plus adaptée à la formation professionnelle. Mais elle est adaptée même à la formation générale, parce que c'est la formation générale qui prépare la formation professionnelle. Si vous ne l'inculquez pas les bases, les ressources à la base, en lui montrant que ce qu'on utilise dans la profession, eh bien, c'est les ressources que vous allez acquérir dans l'enseignement général, eh bien là, il faudrait contextualiser l'essence. Et c'est ça aussi, là où se trouve le mal. Le rapport que nous avons ici avec la compétence, il y a beaucoup de discours. Très bien. Mais c'est quoi la compétence? Bien, le mot compétence vient de compétence professionnelle. Donc quand on cherche le sens, il faut aller là-bas. Mais si vous vous limitez aux définitions, on vous dit la compétence, c'est un ensemble de savoir-faire et de savoir être intégré pour résoudre un problème. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Mais c'est toute la difficulté d'ailleurs. Alors, donc vous retournez dans le champ où on a emprunté ces compétences. Alors, regardez, prenez un menuisier ou bien un électricien. Il y a une panne. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. S'il comprend, il dit ah. S'il dit ah, c'est qu'il a compris. Mais qu'est-ce qui lui a permis de comprendre? Parce qu'il avait des connaissances sur la chose qui lui a permis d'éclairer la chose. Il a compris, il a vu la panne. Donc il a diagnostiqué. Il a utilisé des connaissances pour diagnostiquer. Maintenant, il passe au dépannage. Donc, il va utiliser les outils pour dépanner. Alors, moi, je considère la compétence comme une boîte à outils. Boîte à outils. Une boîte à outils qu'on met à la disposition de l'individu. Et dans cette boîte à outils, il y a deux outils. Les connaissances pour comprendre et diagnostiquer et les habiletés pour passer à l'action. Et les connaissances permettent de diagnostiquer, de comprendre. Parce que lorsqu'on vous présente une situation problème, la première chose, c'est face à l'incertitude, mais tu cherches à comprendre. Donc, tu vas mobiliser les ressources. Si le micro est tombé en panne, tu n'aurais pas pu le réparer. Parce que tu n'as pas les connaissances antérieures. Tu appelles le technicien, il arrive, il regarde. Donc, parce qu'il a des connaissances. Il regarde, ah, c'est ça. Donc, il a diagnostiqué, et le diagnostic lui permet de régler le problème. De régler le problème, de mobiliser. Non, je vais utiliser tel outil, je vais faire tel procédé, etc. Alors donc, si on présente la compétence comme telle, et quand on enseigne, les connaissances qu'on enseigne, c'est des connaissances contextualisées pour comprendre et diagnostiquer une situation, eh bien, ça ouvre les portes à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle, dans la fiche de présentation qu'on doit faire, lorsqu'on met la compétence en tête, on va mettre les objectifs parce que la compétence va faire ressortir l'ensemble des connaissances et des habiletés à utiliser. Et maintenant, l'apprentissage va se faire, il dit, ah, comme j'enseigne cette compétence, comme cette compétence a besoin de ça, il faudrait que l'élève soit capable de comprendre. Il y a une hiérarchie donc. Hiérarchie on cible les objectifs. Par exemple, si je dis, prenons un exemple assez patent. Si l'élève doit rédiger une lettre adressée à un plaidoyer, alors est-ce qu'il connaît cette lettre? On a besoin de connaissances de rédaction, des connaissances sur la grammaire, la syntaxe. Il doit connaître le problème sur lequel il doit faire un plaidoyer. Tout ça, c'est des connaissances. Mais une fois qu'il a fait, il doit savoir argumenter. Il doit savoir. Alors, donc, si je veux lui apprendre ça, je commence d'abord par des objectifs de connaissance. Alors, sur les éléments qu'il faudrait mobiliser
pour pouvoir qui entre dans la lettre, en termes de syntaxe, en termes, le problème qui doit être porté sur le plaidoyer, et là-bas, comment construire son argumentaire, comment mettre de l'empathie, etc. Donc, la liaison qu'il doit y avoir entre la compétence et les objectifs, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que même dans le découpage des approches, on ne renvoie pas, on ne rejette pas les contenus et les objectifs. Les compétences les récupèrent pour pouvoir les réutiliser dans d'une situation de plus de cohérence et atteindre, réaliser son projet. Très bien. Maintenant, quelles sont les difficultés que les enseignants éprouvent, n'est-ce pas, pour s'approprier cette... La première, c'est ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que cette confusion qu'il y a entre la notion de compétence, c'est d'un. Deux, c'est la formation. On ne faut pas former quelqu'un dans un séminaire de 3 jours avec des exposés et le laisser partir. Absolument. Parce qu'on ne lui a pas appris à construire des situations, à mettre la main à la pâte. Parce que la compétence, c'est la main à la pâte, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Il faut qu'il construise des situations problèmes. S'il ne sait pas construire des situations problèmes, comment peut-il enseigner là? Mais comment le former? Ce n'est pas simplement par des discours. Donc il faudrait que ces formations soient des ateliers. Des ateliers. Or, dans un atelier, on produit. Absolument. On les met en situation de production. Et malheureusement, dans les ateliers où on forme la compétence, on appelle Habib Kamara qui fait un discours, un exposé. Les gens pensent avoir censé comprendre. Et après, quand ils sortent, eh bien, sur le terrain. La deuxième chose, c'est que les effectifs. Ah oui, parce que avec des classes de 120, 80, etc., il est difficile, bien entendu, de mettre la compétence. La troisième chose, c'est que l'appel aux réalités extérieures. Ça dit que l'extérieur doit entrer en classe. Je vous ai dit, la société doit, comme dit Macham, society in classroom. C'est-à-dire que le prétexte pour enseigner la question, ça va être l'émission. On diffuse cette émission, vous posez des questions, moi je réponds. On peut enseigner la forme interrogative à partir de ça, de l'émission. Absolument. Absolument. Maintenant, quelle serait la place justement des guides pédagogiques et autres manuels dans ce processus de formation? Un rôle fondamental s'ils sont bien écrits. Ils sont bien écrits. Oui, parce que pas les guides actuels ou les manuels actuels où on a des exercices, des corrigés, etc. Exercices et corrigés. Des guides avec des situations problèmes, avec des possibles de solutions. Possibilités de solutions. Pas des guides ou des manuels où réellement on met des exercices découpés, etc., qui n'ont aucun rapport, décontextualisés. Il faudrait, d'ailleurs, c'est pourquoi je ne fais pas de la publicité pour mon collègue Macham, il a fait un manuel où réellement c'est des situations de la vie courante qui semblent prétextes pour l'apprentissage de l'anglais. Et là, l'élève se sent concerné. Et là, on donne l'impression qu'il parle de réalité sociale, alors que derrière, il y a un apprentissage qui s'effectue. Et pour les guides, ça ne soit pas des guides prescriptifs. Il faut que ça soit très élastique. Ensuite, que ça porte réellement sur des orientations très claires et pensées par des spécialistes. Très bien. Je crois que le débat il est passionnant. Nous sommes quasiment arrivés au thème de notre émission. Juste pour dire que votre collègue Macham prendra votre place probablement la semaine prochaine, avant que vous ne reveniez sur, n'est-ce pas, la société éducative. Parce que c'est promis, vous nous avez promis 2 émissions, n'est-ce pas? Je crois que pour une cohérence, je crois que nous voulons interroger un peu les disciplines, par discipline, parce que vous êtes passé pour éclairer un peu sur les approches et autres, pratiques de classe, les difficultés, etc. Le collègue Macham, M. Macham, donc, passera ici, et ainsi de suite. Passeront aussi les mathématiciens, le français, etc. Parce qu'il nous faut faire le tour. Maintenant, à la clé, nous aurons alors une conclusion sur ce qu'on appelle la société éducative. Absolument. Je crois que ça, vous nous promettez ça. Et mon regard sur la société éducative. Très bien. Maintenant, votre mot de la fin. C'est la suite logique, hein, parce que, effectivement, comme vous comptez le faire, je crois qu'il faudrait que plusieurs points de vue des spécialistes des questions d'éducation soient échalandés.
Parce que nous allons vers la refondation et il faudrait qu'il y ait le maximum de propositions possibles. Tout le monde doit avoir voix au chapitre. Et le fait d'inviter ces spécialistes pour lui donner leur point de vue, qui seraient simplement des propositions, pas des dogmes. C'est des propositions qui permettraient de lancer le débat. Parce que sans débat ouvert à tout le monde, l'école n'aura pas, la refondation n'aura pas suffisamment de ressources sur lesquelles on pourra travailler pour prendre la direction et répondre aux attentes effectivement des autorités. Très bien. Et c'est un plaisir d'avoir participé effectivement à cette émission et d'avoir, comme je l'ai dit, donné mon point de vue sur ces questions. Je n'ai pas le monopole de la vérité, je ne cherchais pas à convaincre, je cherchais simplement à lancer des propositions pour susciter un débat. Et d'ailleurs, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Pour améliorer pour rejeter ce que j'ai dit et apporter quelque chose, ou bien pour l'améliorer. Je crois que c'est ça. Vous avez tout compris. L'esprit, c'est cela. En tout cas, nous allons après plus tard vers un format débat, regard croisé, débat contradictoire. Ça, nous le ferons, Inch'Allah, dans un autre format. En tout cas, d'ici là, chers téléspectateurs, ça a été un grand plaisir de recevoir M. Camara. Quelqu'un me confiait qu'il est trop généreux. Alors, je crois que cette générosité, c'est manifesté aujourd'hui. Et dans tout ce que vous entreprenez, ceux que vous connaissez, alors vous qualifiez d'homme généreux. Alors, un enseignant généreux, je crois que c'est une vertu. Et vraiment, merci. Merci encore une fois de plus, M. Kamara. Merci à tous. Donc, à la prochaine.